Bonsoir à tous, bienvenue au Hub Coworking pour cette conférence atelier, parce que là c'est orienté pratique, sur la bonne utilisation, les bonnes pratiques d'usage liées au smartphone, qui est devenu notre petit compagnon quotidien. Donc merci d'être là. Donc c'est une conférence très grand public, donc on est peu nombreux ce soir, mais comme c'est très grand public, on a demander à Alexandre de venir filmer la conférence parce qu'évidemment c'est parfois plus confortable de la regarder chez soi. Donc vous serez filmé de dos, pas de souci. Et voilà, donc je m'appelle Frédéric Gana. Merci Grégory de ton invitation renouvelée. Je suis donc cofondateur de l'entreprise Navoti, qui est une entreprise familiale située à Neuilly-Pompierre, donc à 20 km au nord de Tours. Et depuis 13 ans, nous nous consacrons à l'amélioration de la qualité de vie. Donc on est tous des chercheurs autodidactes, des chercheurs trouveurs, et les solutions que l'on trouve, on les partage. Donc comme ce soir, donc on va partager avec vous des bonnes pratiques liées au smartphone et surtout une meilleure compréhension de cet environnement électromagnétique dans lequel on baigne et où finalement, avec beaucoup d'insouciance, on utilise des appareils qui autrefois étaient créés pour les astronautes, pour aller sur la Lune. Aujourd'hui, des bébés de 2 ans regardent des dessins animés en Wi-Fi avec une tablette dans les mains. Donc on passe des étoiles au couffin, avec un babyphone en Wi-Fi parfois, et des enfants qui n'arrivent pas à dormir, en toute insouciance. Donc on va essayer ce soir de ramener un petit peu de connaissance et de conscience dans ces phénomènes quotidiens, qui sont devenus la norme. Voilà, ça ne peut échapper à personne. Hein. Quand on se balade dans la rue, les gens sont comme ça, y compris à vélo, en trottinette, etc. Dans le métro, quand on attend, plus personne n'attend ou ne patiente en ne faisant rien. Donc on est véritablement dans des changements de comportement civilisationnel. Et donc là, on va traiter simplement la partie purement onde, hein, pas la partie sociale. Après, ça appartient à chacun de savoir comment on a envie de se comporter dans le monde. On va voir la partie onde et comment réduire son exposition aux ondes en utilisant correctement son smartphone. Alors déjà, première chose, c'est quoi les ondes? Parce qu'on parle des ondes électromagnétiques, finalement on ne sait pas vraiment ce que c'est, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça représente, quelles sont les ondes émises par un téléphone, par une plaque à induction, par des lignes à haute tension, etc. On va essayer de comprendre un peu ce que ça représente. Donc quand on parle d'ondes électromagnétiques, l'objet dont on parle, c'est le spectre. Le spectre, c'est l'ensemble du champ que couvrent les ondes, parce qu'elles sont de différentes natures. À gauche du spectre, vous avez ici, dans la partie gauche, on est à 0 Hz. Quand on parle de Hertz, on parle d'une oscillation. Vous savez, souvent les ondes elles sont représentées comme une vague, comme ça. On parle d'une oscillation. Et on va avoir, le principe c'est 1 Hz, c'est une oscillation par seconde. 0 Hz, je n'ai pas d'oscillation, donc ce sont des champs statiques. Et là on va parler de champs magnétiques. Plus on va monter dans le spectre, plus on va monter en fréquence. Et on va augmenter la fréquence, c'est-à-dire le nombre d'oscillations par seconde. L'électricité domestique, c'est 50 Hz en France, 60 Hz aux États-Unis. Donc on va se situer ici, dans le champ des basses fréquences. Donc ici, j'ai des basses fréquences parce que ma lampe est alimentée en électricité. Mes tables ici, on est dans un espace de coworking, donc les coworkers utilisent évidemment des ordinateurs. Donc il y a des prises multiples sur les tables, et ainsi de suite. Le vidéoprojecteur est alimenté en 50 Hz, l'ordinateur. Donc là, toute l'électricité domestique, c'est du 50 Hz. Les lignes à haute tension, c'est du 50 Hz. D'accord? Les lignes à très haute tension, 400 000 volts, ça reste du 50 Hz, simplement, ce n'est pas la même intensité. Donc, je vais continuer à monter et passer un moment, passer les 10 kHz, donc les 10 000 Hz, je passe dans ce qu'on appelle des fréquences radio. C'est-à-dire que les ondes vont pouvoir se propager dans l'air. Et là, je vais commencer à rentrer dans des usages qui vont être type la radio. Donc ça, c'est un usage qui commence à dater maintenant. Hein. Quand j'écoute France Inter le matin, c'est des ondes radio qui me permettent de capter ces signaux.
Et puis, plus je vais monter, donc 10 kHz, 10 000 oscillations par seconde, d'accord, je vais monter, et je vais arriver dans les usages haute fréquence, les usages du sans-fil, et c'est ça qui va nous intéresser plus particulièrement ce soir. Donc, les usages du sans-fil vont commencer avec tout ce qui va être UHF, TV, téléphone cellulaire, et on va se trouver autour de 900 MHz, d'accord, donc 900 000 Hz. Et à partir du gigahertz, on rentre dans les millions de Hertz. Et c'est cette bande de fréquences-là qui finalement va recouvrir les fréquences que vous connaissez, que sont la 2G, la 3G, la 4G, bientôt la 5G qui va déborder jusqu'à 25 GHz et peut-être au-delà. Donc il va y avoir plusieurs bandes de fréquences libérées pour la 5G qui vont aller, en tout cas jusqu'à 25 GHz connues et possiblement plus tard au-delà. Donc là, on est dans les bandes de fréquences qui concernent la téléphonie mobile, le smartphone, les tablettes éventuellement. Ça va concerner également 2,4 GHz, les babyphones en Wi-Fi dont je vous parlais. Donc on va mettre une antenne Wi-Fi près de la tête d'un bébé pour être rassuré avec de la vidéo, savoir que son enfant dort bien. Par contre, il ne peut pas bien dormir puisqu'il a une antenne relais à côté de sa tête. Là, j'ai eu un témoignage dernièrement. Des parents qui se plaignaient que leur enfant, au bout de 14 mois, ne faisait toujours pas ses nuits, pas une seule. Sur les conseils, d'ailleurs c'était qui? C'était quelqu'un qu'on avait visité qui commence à se faire, un médecin qui se fait le relais maintenant de nos préconisations. Et en fait, la nuit même, où ils ont enlevé le babyphone du couffin, l'enfant a fait sa première nuit. Voilà. Donc babyphone en Wi-Fi, vidéo à proscrire. C'est antinomique avec la possibilité de bien dormir. Donc là, on est dans les hautes fréquences. Après, on va rentrer dans les micro-ondes. Alors le micro-ondes, on le voit déjà, le micro-ondes domestique que vous avez dans votre cuisine, c'est 2,4 GHz également, donc c'est le Wi-Fi. On est sur les mêmes bandes de fréquences. Okay. Et donc après, on rentre sur les micro-ondes, mais qui sont plus intenses, qui sont les usages militaires, notamment radars, satellites et autres. Ensuite, à partir de 10 puissance 13 Hz, donc 10 avec 13 zéros derrière, oscillation, donc c'est juste inconcevable intellectuellement, hein. On rentre dans les bandes de fréquences infrarouges. Quand vous arrivez entre 10-14 et 10 puissance 15 Hz, c'est la lumière visible, ce que vous voyez en jaune ici dans le spectre, c'est-à-dire ce que l'on voit avec nos yeux, c'est uniquement cette petite bande de fréquences. Tout le reste est invisible aux yeux. Et pourtant, ça existe. Parce que quand vous envoyez un mail ou que vous téléchargez un film, vous le voyez, d'accord ? L'information, elle passe. Vous téléchargez des gigaoctets de données et vous ne le voyez pas avec vos yeux. Pourtant, ça existe, d'accord ? Fukushima, ça existe, et ça, c'est la partie droite du spectre. Rayonnement X et gamma, c'est ce qu'on appelle les rayonnements ionisants. Donc cette partie droite du spectre, ici, rayonnement ionisant, c'est des rayonnements qui portent suffisamment d'énergie pour déstructurer l'ADN. Évidemment, la dangerosité est connue. Les mesures de sécurité sont elles aussi connues depuis longtemps. Là, on parle du nucléaire. Et ces rayonnements, évidemment, sont très dangereux parce qu'ils déstructurent la matière. En dessous, les rayonnements dits non ionisants n'ont pas assez d'énergie pour déstructurer la matière. Et c'est pour ça que c'est difficile aujourd'hui de parler de l'impact des ondes dans l'usage quotidien sur la santé, parce qu'on est sur des dommages qui sont de faible intensité et qui s'incubent dans le temps. C'est-à-dire, je vais griller un capital. En fait, j'épuise mon immunité. Mais c'est pas comme les rayonnements radioactifs où il y a un effet dose et où en fait la matière est déstructurée, détruite, et où je peux mourir en quelques heures. Donc, on est dans un niveau de danger que la société, que les scientifiques ont du mal à appréhender, parce qu'il faut le mesurer de manière multifactorielle sur plusieurs années, et c'est très compliqué du coup à objectiver. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est encore dans une sorte de no man's land en termes de vulgarisation de ces phénomènes, parce que tout le monde se renvoie la balle en disant bah oui mais bon, c'est pas des effets avérés, c'est pas démontré, on n'a pas fait d'études avec une cohorte de 1000 personnes pendant 10 ans. Bah, évidemment, plus personne n'a les moyens de se payer des cohortes de 1000 personnes pendant 10 ans. Donc du coup, on est dans un no man's land où personne ne prend de décision. Alors que les études s'accumulent et que quand on corrèle toutes ces données, on se dit que ça peut avoir du sens de questionner le sujet.
En tout cas, nous, on est des gens de terrain. On se préoccupe assez peu de ce qu'on peut dire théoriquement. Nous, on constate pratiquement ce qui se passe. Mon père est électrosensible depuis 35 ans. Et en fait, ce que l'on vous transmet, c'est issu de son parcours de survie. C'est-à-dire qu'on a acquis des connaissances sur ces sujets-là parce que mon père est en survivance depuis 35 ans. Et qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc, pour trouver des informations sur ces sujets-là, il fallait barouder dans Paris, dans des librairies spécialisées, trouver des documents, etc. Donc, c'est 35 ans d'études pour survivre. Et depuis qu'il y a Internet, c'est plus facile parce qu'il y a des réseaux sociaux, il y a des communautés de malades qui peuvent échanger entre eux et c'est quand même un peu plus simple. Donc, on vous partage le fruit de ce parcours qui est un parcours de terrain, expérientiel. On n'est pas médecin, on n'est pas ingénieur. Et en tout cas, nous, on a des résultats. C'est-à-dire que des gens malades, on améliore leurs conditions de vie. Et pour nous, c'est ça qui compte. Même s'il y a encore un débat médical et scientifique sur la dangerosité des ondes. Alors, un petit tableau comparatif des différentes sources d'émissions. Puisque là encore, ça ne vous aura pas échappé, mais on a de plus en plus d'objets qu'on appelle des objets connectés dans notre environnement. Qui dit objet connecté dit objets qui vont émettre des informations, la plupart du temps sans fil, donc radiofréquence, haute fréquence ou micro-ondes. Si c'est en filaire, on le verra, en filaire, il peut aussi y avoir des ondes qui sont plutôt en basse fréquence, et il y aura des manières de s'en protéger différentes. Donc la téléphonie mobile fonctionne parce qu'il y a des antennes relais, donc en ville plus particulièrement. Enfin, en tout cas, il y a une densité en ville plus importante. Donc il y a un bruit électromagnétique en ville qui est aussi plus dense qu'à la campagne. Les antennes relais vont émettre de la 2G, de la 3G, de la 4G, du WiMAX parfois. Donc il y a également des répétiteurs hertziens, etc. Donc les ronds qu'on voit sur les tours, donc c'est des répétiteurs hertziens. Et donc ces antennes émettent jusqu'à 40 watts. Alors ça ne vous dira pas grand-chose. Disons que les gens qui installent ces antennes sur les toits, quand ils sont face à l'antenne, ils peuvent avoir des dommages, des brûlures corporelles, si jamais ils n'éteignent pas l'antenne, s'ils ne prennent pas les mesures de précaution lors de l'installation, de la maintenance, etc. Donc plus on se rapproche de la source, plus c'est dangereux. Ça c'est connu. Et plus on s'éloigne, moins c'est dangereux. Donc 40 watts, donc ça vous donne juste des ordres de grandeur. C'est ça qui est important en fait à retenir. Une antenne relais, par contre, on ne passe pas sa vie collé contre l'antenne. Personne n'est à proximité d'une antenne, d'accord ? Terminal GSM, donc ça va être le téléphone. Donc le téléphone va émettre entre 1 à 2 watts. Là, par contre, il y a une proximité avec le corps qui est déjà plus grande, voire même une très grande proximité. Téléphone DECT. Les téléphones DECT, c'est les téléphones domestiques sans fil. C'est-à-dire c'est des petits téléphones avec une base, vous le posez dessus, il se recharge, et puis vous le prenez sans fil quand vous avez un appel. Ce type de téléphone émet à 500 milliwatts, 0,5 watts. Et la problématique de ces téléphones, c'est qu'ils émettent en permanence. C'est-à-dire les téléphones DECT classiques, contrairement aux téléphones mobiles que vous avez, va émettre en permanence pleine puissance. Alors que votre téléphone mobile, lorsqu'il n'est pas sollicité, se met en mode passif. Ça, on pourra le voir avec un détecteur d'ondes tout à l'heure. Quand il n'est pas sollicité, votre téléphone mobile, il va plutôt être assez calme. D'accord ? Alors, il existe ici des téléphones DECT qui ont une fonction écho. Et bien sûr, nous, on recommande l'utilisation de ces téléphones à la place des DECT classiques. La fonction écho permet de mettre en veille, permet que le téléphone n'émette pas d'ondes lorsqu'il n'est pas sollicité. Lorsque vous n'appelez pas, qu'il n'y a pas d'appel, que vous ne recevez pas d'appel, le téléphone est passif. Et donc évidemment, ça paraît logique, le téléphone n'est pas en utilisation, il n'émet pas. Ça semble logique, mais ça c'est minoritaire aujourd'hui sur le marché. Et si vous n'activez pas la fonction vous-même, donc volontairement, lorsque vous avez le téléphone, la fonction écho n'est pas activée par défaut. Donc, il y a des gens qui se pourrissent, entre guillemets, la vie avec un téléphone DECT sur la table de chevet, qui a une fonction écho, mais qui n'est pas activée. Et les gens dorment mal, souffrent d'inflammation chronique, arthrose et ainsi de suite, ou maladie cardiovasculaire. Donc ils entretiennent l'inflammation,
en étant à proximité d'une base émettrice comme ça. Donc si ce n'est pas activé, ça ne marche pas. Donc regardez, vérifiez chez vous si vous avez des téléphones comme ça. Vous allez dans les paramètres de la base et vous allez activer la fonction écho. Et donc là on est sur une réduction variable, donc on est à 100 milliwatts, donc c'est des téléphones qui avec la fonction écho activée vont émettre moins loin, mais du coup 5 fois moins d'intensité. Et si vous actionnez écho plus, là c'est deux cases à cocher, donc il y a écho, je réduis l'intensité du téléphone, écho plus, il passe en veille complète, c'est-à-dire qu'il n'émet pas du tout lorsqu'il n'est pas sollicité. Le Wi-Fi domestique, la box, qui devient maintenant l'organe central de la maison, puisqu'en fait, et c'est la volonté aussi d'Orange et des autres fabricants, c'est que la box devienne l'objet central de toute la domotique. Ça va être en gros le cerveau qui va relayer toutes les informations dans la maison. C'est le projet des fabricants de box en fait. Donc là on est sur le réseau local sans fil, on est sur du 100 milliwatts. Le femtocell, alors ça c'est dans les endroits par exemple où vous allez mal capter le signal, vous aurez peu de réseau dans votre maison, soit parce que vous avez des murs épais, une grosse maison en pierre, etc. Donc vous allez avoir des pertes de signal à l'intérieur de la maison, puisque même si ces ondes sont faites pour traverser les matériaux, et les fréquences ont été choisies pour cela, il y a des matériaux comme la pierre qui vont, ou le métal qui vont très fortement réduire, enfin qui vont absorber en fait de l'énergie, et en fait vous aurez moins de signal de l'autre côté du mur. Donc là on est sur femtocell, c'est des amplificateurs, c'est-à-dire que c'est des mini antennes relais chez vous qui vont augmenter en fait votre connexion dans la maison. Et donc 10 à 20 milliwatts. Et le Bluetooth, donc le Bluetooth qui est beaucoup utilisé pour les objets connectés, donc enceinte sans fil, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre, les oreillettes, des choses comme ça. Même les aides auditives, hein. On peut avoir des aides auditives en Bluetooth. Périphérique sans fil, voilà. Clavier, souris, etc. Donc là on est dans du Bluetooth, 1 milliwatt. Voilà. Donc quel est le discours des fabricants de ces matériels? Le Bluetooth, 1 milliwatt, c'est 100 fois moins que le Wi-Fi. Donc strictement aucun problème. Sauf que vous ne vous mettez pas une box Wi-Fi dans l'oreille. Donc là encore, première règle de protection contre les ondes, l'éloignement. C'est certain que vous n'allez pas vous mettre la box contre l'oreille, parce que là, effectivement, vous seriez 100 fois plus exposé. Simplement, le Bluetooth, comme vous l'avez dans l'oreille, ou dans la main, si c'est un clavier ou une souris sans fil, et bien en fait, vous êtes dans un phénomène de proximité qui fait que ce milliwatt, qui peut sembler insignifiant, il finit par le devenir parce que vous êtes contre. Et là encore, montre connectée, et ainsi de suite, vous ne pouvez pas être plus proche puisqu'elle est sur votre peau. Voilà. Donc le smartphone dans la poche, ou dans la poche près du cœur, voilà, pour les hommes dans le veston, voilà, maladie cardiovasculaire, ou près des testicules, perte de fertilité. Donc ça c'est des statistiques épidémiologiques qui sont aujourd'hui significatives au niveau de la perte de la fertilité humaine, qui fait qu'on a de plus en plus de mal à se reproduire. Donc voilà la notion. Donc ce qu'il faut conserver en mémoire, c'est la notion d'éloignement. C'est-à-dire, il y a la puissance, certes, mais 40 watts, c'est sûr que par rapport à 1 milliwatt, je ne suis pas du tout dans les mêmes échelles. Simplement, je ne passe pas ma vie devant l'antenne relais. D'accord ? Alors que mes oreillettes Bluetooth, je peux les avoir pour une standardiste en entreprise, par exemple, je peux les avoir toute la journée. Pour des gens qui écoutent beaucoup de musique, je peux les avoir plusieurs heures par jour. Les périphériques, clavier, souris sans fil, je peux les avoir 7 heures par jour au travail si je travaille avec ce type de périphérique. Donc on parle là d'exposition chronique. Ce sont des pollutions de faible intensité au regard de la norme, mais elles nous exposent de manière chronique. Et l'exposition chronique n'est pas considérée aujourd'hui dans la norme.